Bienvenue dans ce séminaire de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos travaux sur les émissions de CO2. L'AIE est en charge de la publication des données sur la production d'émissions de CO2 par combustion, une publication annuelle qui fournit des estimations sur les émissions de CO2 du secteur de l'énergie, pour tous les pays que couvrent les statistiques de l'AIE. Voici le plan que nous allons suivre pour cette présentation. Pour commencer, je vais vous présenter brièvement les principes scientifiques qui sous-tendent le réchauffement climatique, les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre. Résumons d'abord brièvement ce qu'est l'effet de serre. La température de la Terre résulte d'un équilibre entre l'énergie provenant du Soleil et l'énergie quittant la Terre vers l'espace. Environ la moitié du rayonnement solaire reçu par la Terre est absorbé à sa surface. L'autre moitié est absorbée par l'atmosphère ou réfléchie vers l'espace. Une partie de l'énergie absorbée à la surface de la Terre est renvoyée dans l'atmosphère sous forme d'énergie calorifique. La température que nous ressentons est une mesure de cette énergie thermique. Mais l'ensemble du rayonnement thermique émis par la Terre n'atteint pas l'espace extra-atmosphérique. Une partie est absorbée et de nouveau réfléchie à la surface de la Terre par l'eau, c'est-à-dire les nuages, et par d'autres molécules de gaz à effet de serre ou GES. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ce phénomène fait que la température globale moyenne est d'environ 14 degrés Celsius, bien au-dessus des moins 19 degrés Celsius qui seraient ressentis sans cet effet de serre naturel. La concentration du principal gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, n'est pas influencée par les activités humaines, mais la concentration dans l'atmosphère des autres gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, CO2, est fortement influencée par nos activités. Le carbone circule dans notre système suivant différents cycles. Certains cycles sont naturels, comme dans le cas de la croissance et de la décomposition des plantes, mais d'autres cycles sont contraints par l'activité humaine. C'est le cas des émissions de CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles. Ces cycles ont lieu à des échelles de temps différentes et les cycles naturels peuvent, en outre, être influencés par la température moyenne à la surface de la Terre, ce qui rend l'impact global difficile à modéliser. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que la concentration du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, tout comme les températures moyennes constatées. Les scientifiques ont tenté de relier différents scénarios d'émissions de GES et les modifications attendues de la température moyenne. Vous pouvez observer sur cette diapositive quelques-uns de ces scénarios, qui prévoient des hausses de température allant de moins de 1,5 degré Celsius à plus de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Je vais à présent vous donner un rapide aperçu de l'historique de l'action internationale en matière de changement climatique et de la situation actuelle. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, GIEC, a été créé en 1988 et a publié son premier rapport d'évaluation scientifique en 1990, soulignant que le changement climatique devenait un problème environnemental majeur. Cela a incité les pays à négocier et à signer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. Il s'agissait d'un accord volontaire, non contraignant, visant à encourager les pays à stabiliser leurs émissions nationales de gaz à effet de serre au niveau de 1990 d'ici l'année 2000. Il est entré en vigueur en 1994. À l'approche de l'an 2000, cependant, il est devenu évident qu'un accord volontaire ne serait pas suffisant pour amener les pays à stabiliser ou à réduire leurs émissions, et qu'un accord contraignant plus important serait nécessaire. Pour cette raison, le groupe ad hoc du Mandat de Berlin a été créé dans le cadre de la CCNUCC pour permettre aux pays de négocier des objectifs juridiquement contraignants de réduction des émissions. Ces objectifs ont été négociés et acceptés en 1997 et sont devenus le protocole de Kyoto. Comme il s'agissait d'objectifs juridiquement contraignants, il a été demandé au gouvernement de chaque pays de ratifier le traité et de soumettre son instrument de ratification à la CCNUCC. Une fois les instruments de ratification soumis, le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005, contraignant les pays l'ayant ratifié, principalement les pays membres de l'OCDE et certaines anciennes républiques soviétiques,
à réduire leurs émissions globales d'environ 5% en deçà des niveaux de 1990 sur la période 2008-2012. La deuxième période d'engagement, 2013-2020, a permis aux pays de réviser leurs objectifs et à d'autres pays de rejoindre le protocole de Kyoto. Depuis 1995, les États parties se réunissent une fois par an à la conférence des parties, la fameuse COP, pour discuter des progrès. Lors de la COP 21 à Paris, les pays ont approuvé un nouvel accord mondial sur le climat. L'objectif est de limiter l'augmentation moyenne de la température mondiale en deçà des 2 degrés Celsius, en faisant tous les efforts nécessaires pour limiter à 1,5 degrés Celsius. Cet accord vaut pour toutes les parties, avec une certaine flexibilité pour les pays en développement. Les objectifs initiaux pour chaque pays, 2020-2025, ont été soumis par les pays eux-mêmes. Ce sont les contributions déterminées au niveau national, CDN. Les progrès mondiaux vers l'objectif doivent être officiellement examinés en 2023, puis tous les 5 ans par la suite. L'accord a été adopté en 2015 et est entré en vigueur en 2016. Pour entrer en vigueur, l'accord a dû être ratifié par les 55 pays représentant 55% des émissions mondiales. Nous allons à présent en dire un peu plus sur ces émissions. Vous pouvez voir dans cette diapositive les émissions totales des pays de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays du protocole de Kyoto, répartis par secteur et par type de GES. Ces graphiques ne prennent pas en compte le secteur de l'utilisation des terres, leur changement et la forêt, UTCF, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte les puits d'émissions. On constate que les émissions de GES sont principalement dues au secteur de l'énergie. En outre, la plupart des émissions rejetées le sont sous la forme de CO2. Si l'on regarde maintenant les émissions mondiales de CO2 depuis la révolution industrielle, on constate que l'augmentation est exponentielle. C'est pourquoi nous allons désormais nous concentrer sur les émissions de CO2 dans le secteur de l'énergie. Pourquoi émettons-nous de plus en plus ? La principale raison de ces émissions est que nous avons besoin d'énergie et nous avons, en outre, besoin de beaucoup plus d'énergie que par le passé. À gauche du graphique figure l'approvisionnement total en énergie primaire en 1971, réparti selon les sources d'énergie fossiles et non fossiles. À droite figure la même donnée pour l'année 2014. Comme vous pouvez le constater, bien que la plupart des énergies non fossiles aient fortement augmenté, la plupart des sources d'énergie fossiles représentent encore la grande majorité de la demande et a presque triplé en termes absolus. Mais les émissions dues à la combustion d'énergie sont très vastes et concernent de nombreux secteurs économiques. On observe dans cette diapositive que la production d'électricité et de chaleur et le secteur des transports représentent près des 2/3 des émissions mondiales de CO2. Cependant, l'électricité et la chaleur sont produites en réponse à une demande. Le graphique donne, sur la droite, la composition de la demande d'électricité et de chaleur. On peut dès lors réaffecter les émissions de ce secteur au secteur de consommation finale concerné. Une fois que les émissions liées à la production de chaleur et d'électricité sont réaffectées, l'industrie devient le principal secteur émetteur. Cela s'explique par la très forte demande d'électricité et de chaleur de ce secteur qui entraîne des émissions à long terme. Ce que l'on remarque également, c'est que le secteur résidentiel et celui des services représentent désormais plus du quart des émissions totales. Les estimations sur les émissions peuvent être combinées avec d'autres données énergétiques et socio-économiques pour produire des indicateurs intéressants. Vous pouvez voir dans cette diapositive 2 exemples de décomposition de l'évolution des émissions de CO2 pour la région Europe de l'OCDE. Sur le graphique de gauche, il s'agit de l'équation de Kaya, qui décompose l'évolution des émissions de CO2 selon les tendances de la population, du produit intérieur brut par habitant, de la variation de l'intensité énergétique de l'économie et de l'intensité carbone du mix énergétique. À droite, une autre décomposition qui concerne cette fois les émissions liées à la production d'électricité. Nous allons maintenant voir de quelle manière il est possible de calculer les émissions de CO2. Pour cela, commençons par évoquer les lignes directrices du GIEC. Afin de calculer avec précision les émissions de l'ensemble des pays de manière comparable,
il a été nécessaire de développer des méthodologies d'estimation des émissions standardisées. Des lignes directrices ont été élaborées par le GIEC, d'abord publiées en 1995 et révisées en 1996. Elles ont été conçues pour permettre aux pays et à la CCNUCC de calculer les niveaux d'émissions de référence comparables pour chaque pays pour l'année 1990 et de suivre ensuite les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour l'année 2000. Ces lignes directrices ont été conçues pour les gaz à effet de serre ne relevant pas du protocole de Montréal, le traité qui portait sur les gaz affectant la couche d'ozone, à savoir les CFC, qui sont également des gaz à effet de serre à part entière. Au moment de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, il a été reconnu que les lignes directrices initiales du GIEC n'étaient pas assez prescriptives pour permettre de suivre les engagements de réduction des émissions qui seraient juridiquement contraignants dans plusieurs pays. Le GIEC a alors consulté un vaste panel d'experts techniques dans le domaine de l'estimation des émissions de GES pour proposer, en 2000, les lignes directrices sur les bonnes pratiques et la gestion des incertitudes. C'est ce document qui doit désormais être utilisé par les pays pour calculer leurs émissions de GES. En outre, la CCNUCC procède chaque année à des examens par des tiers des dossiers d'inventaire des émissions de GES des pays, afin de s'assurer qu'ils respectent leurs obligations. Plus récemment, il est devenu évident que la science de l'estimation des émissions de GES était en pleine évolution et que de nouvelles méthodologies pouvaient être appliquées pour de nouvelles sources d'émissions. C'est pourquoi le GIEC a consulté un large groupe d'experts et publié les lignes directrices 2006 du GIEC. Ces nouvelles méthodologies sont plus détaillées et peuvent être utilisées pour effectuer des calculs plus précis des émissions de GES. L'utilisation de ces méthodologies n'est pas obligatoire dans le cadre du protocole de Kyoto. Les pays sont libres d'utiliser les anciennes directives de 1996. À partir de 2015, les pays de l'annexe 1 ont commencé à soumettre leur rapport à la CCNUCC en utilisant les lignes directrices 2006 du GIEC. L'AIE a donc également adopté ces nouvelles lignes directrices à partir de cette année-là. Le premier concept à comprendre est celui de l'approche progressive, par niveau. Il existe 3 niveaux de détail possibles pour estimer les émissions, la précision augmentant avec le niveau. Au niveau 1, les pays utilisent des facteurs d'émission standards pour calculer leurs émissions. Au niveau 2, des facteurs d'émission spécifiques au pays ou à la technologie sont utilisés. Au niveau 3, des facteurs d'émission encore plus spécifiques sont utilisés, parfois au niveau de l'usine. Bien que les niveaux 2 et 3 soient en règle générale plus précis, une approche de niveau 1 permet d'estimer de manière suffisamment précise les émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles, car ces émissions sont basées sur la teneur en carbone des combustibles, selon le principe de conservation du carbone. C'est pourquoi l'AIE utilise une méthode de niveau 1. Un autre concept important à prendre en compte, la combustion des biocarburants est exclue du calcul des émissions totales de CO2. Le raisonnement est que si les biocarburants sont gérés de manière durable, les stocks de biomasse cultivée compenseront les émissions qui se produisent lors de sa combustion. Si ce n'est pas le cas, cela sera pris en compte dans un autre chapitre des lignes directrices en dehors du secteur de l'énergie. Un autre élément qui n'est pas pris en compte pendant le calcul des émissions nationales totales sont les livraisons aux routes maritimes et aériennes internationales. La raison est qu'il serait difficile de les attribuer à un pays spécifique. Elles sont donc comptabilisées comme une entité distincte dans le total mondial, comme on peut le voir ici en haut du graphique. Notez qu'il est intéressant de constater que la part des pays non visés de l'annexe 1 dans les émissions mondiales a augmenté au cours du temps. Ces pays représentent aujourd'hui plus de la moitié des émissions de GES, ce qui souligne la nécessité d'une participation à l'effort plus vaste que ce qui était prévu dans le protocole de Kyoto, ce qui a été obtenu avec l'accord de Paris. Voyons maintenant de quelle manière nous combinons à l'AIE les statistiques sur l'énergie et les lignes directrices du GIEC pour faire des estimations d'émissions. Pour simplifier le processus d'estimation, on utilise une approche niveau 1. Pour chaque secteur et chaque combustible, la quantité de combustible brûlé est multipliée par un facteur d'émission spécifique au produit. On additionne ensuite l'ensemble des produits et des secteurs pour obtenir les émissions totales du pays. Bien entendu, il s'agit là d'une explication simplifiée,
car certains produits peuvent faire l'objet d'un traitement différent, comme par exemple dans certains secteurs industriels dans lesquels les produits sont utilisés pour leur potentiel d'oxydation, mais je n'entrerai pas dans les détails. Si les bilans énergétiques vous sont familiers, vous savez qu'ils comportent deux parties principales, l'approvisionnement et la consommation. Le calcul des émissions peut donc également se faire par ces deux approches, ce que l'on dénomme l'approche de référence du côté de l'offre et l'approche sectorielle du côté de la consommation. Par définition, l'approche sectorielle devrait aboutir à un total inférieur à celui de l'approche de référence, en raison notamment de ce que l'on appelle les émissions fugitives, c'est-à-dire les émissions liées au torchage du gaz, aux fuites et aux autres pertes. En outre, des variations de stock au niveau du consommateur final peuvent également avoir un impact. Généralement, comparer les résultats de ces deux approches est un bon moyen d'évaluer la qualité des données, même si la différence statistique entraînera de fait une différence entre les deux approches. Voici quelques informations importantes à garder à l'esprit lorsque vous considérez les estimations d'émissions réalisées par l'AIE. Le principe de territorialité. Les émissions liées à la production d'électricité se limitent à l'électricité produite dans le pays considéré. Les importations ou les exportations d'électricité ne sont pas comptabilisées. Par exemple, si de l'électricité produite en Allemagne en utilisant du charbon est exportée vers la France, les émissions sont comptabilisées dans les émissions allemandes. De même, les émissions liées aux biens ou services produits pour l'exportation sont comptabilisées dans le pays producteur. Par exemple, les émissions liées à des biens fabriqués en Chine mais exportés vers l'Espagne sont comptabilisées dans les émissions totales de la Chine. Concernant les secteurs, les estimations des émissions de CO2 de l'AIE ne couvrent que les émissions provenant de la combustion de combustibles dans le secteur de l'énergie. Enfin, pour les autres gaz, les estimations de l'AIE ne couvrent que le CO2. Elles n'intègrent pas les équivalents de CO2 des émissions des autres gaz à effet de serre, tels que le CH4 ou le N2O. La raison est que les facteurs d'émission pour ces GES sont très incertains et que les résultats obtenus par une approche de niveau 1 seraient donc peu significatifs. Nous avons donc vu comment, à partir des statistiques sur l'énergie, on peut calculer des estimations des émissions de CO2 en suivant les lignes directrices internationales. Voici un tableau synthétique des émissions mondiales de CO2 pour l'année 2014. Il détaille les différents combustibles, agrégés comme le charbon, le pétrole et le gaz, et les différents secteurs, et indique les totaux sur la droite. L'influence humaine sur le système climatique est manifeste. Preuve en est l'augmentation des concentrations de GES dans l'atmosphère. Une réduction efficace des émissions nécessite que tous les pays, quel que soit leur niveau de demande énergétique et d'infrastructure, utilisent l'énergie de manière durable. Des informations à jour et précises sur la consommation d'énergie et les émissions de GES sont essentielles pour que les pays puissent suivre leurs progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La qualité des estimations d'émissions de ces gaz dépend des statistiques sur l'énergie sur lesquelles elles se fondent. Les statistiques sur les émissions de CO2 sont principalement utilisées pour élaborer le rapport sur les émissions de CO2, ainsi que les bases de données qui lui sont associées. Un extrait de cette publication est disponible gratuitement sur le site internet de l'AIE. Les données sur les émissions de CO2 sont également utilisées dans d'autres publications de l'AIE pour mener des analyses et des prévisions. Les statistiques les plus utilisées peuvent être consultées dans un livret accessible à tous intitulé « Les statistiques clés sur l'énergie mondiale », mais aussi via l'application mobile associée. Certaines informations peuvent également être consultées gratuitement dans notre fichier de données en ligne à partir de notre site internet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques énergétiques de l'AIE, nous disposons de plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Vous trouverez ci-dessous les liens vers notre manuel sur les statistiques de l'énergie, un manuel complet disponible en 10 langues. Vous pouvez également vous rendre sur le site dédié aux statistiques de l'AIE, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris notre questionnaire, notre glossaire et la documentation relative à nos méthodologies de collecte de données. Vous pouvez également consulter les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques des Nations Unies qui fournissent ce cadre méthodologique. À bientôt!